Les 20 litres de peinture rose à jeter sur le public, c'est bon. Bon bah je pense qu'on peut démarrer. Mais c'est quoi ça? Eh oh! Vous faites quoi là, avec votre camion, monsieur? Je viens livrer des palettes pour les paillettes. Des palettes? Mais des palettes de quoi? J'ai 25 palettes de tonnerre usagées au nom de Gija de la Boèche. J'y a de la bobèche? Non mais on n'a pas besoin de palettes de tonnerre, c'est des palettes de peinture, nous. Bah j'en ai rien à foutre, vous signez sinon je dégage pas. Bah je vous les mets où là? Bah mettez ça dans les loges, on lui versera sur la tête à cette connasse. D'accord. Bon allez, dépêchez-vous, ça va commencer. Bonsoir. Bonsoir, ça tourne bien? Bonsoir. Et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonsoir. Vous me reconnaissez peut-être, je suis la maman de Jessica, Laura, l'oratrice. Enchantée. Si je vous parle aujourd'hui par écran interposé, c'est sur les bons conseils de ma fille qui m'a dit « Maman, t'es trop drôle, tu devrais trop créer une chaîne YouTube et devenir youtubeuse. Et avec l'argent des abonnés, tu deviendrais millionnaire. » Elle est drôle, ma fille. On se ressemble tellement. Je voudrais être elle. Moi, j'ai déjà été millionnaire. Ça ne m'a pas plu. Trop de charges. Mais j'ai déjà mes amis et mes passions, la peinture et l'histoire de l'art. Oui, car non contente d'être maman, le plus beau métier du monde, je suis également peintre amatrice et à mes heures. Maintenant que mes enfants sont grands et ont quitté le nid, je peux y consacrer tout mon temps et partager mon univers avec le monde entier grâce à la toile. Oui. Sachez, grâce à la magie du net, que je peux lire vos commentaires en direct en bas de mon écran. Merci. C'est aussi ça l'interactivité, le web 2.0. Je vois que cette blague a plu dans les commentaires, merci. Alors, ne perdons pas plus de temps et plongeons tous ensemble dans le monde de la peinture. Attention à ne pas vous salir. Ce soir, je vais parler de mes artistes favoris, qui Gabriel Destré, qui Niki Saint-Phal, qui Yao Kusama, qui Dorian Gray, qui les Demoiselles d'Avignon, que des peintres formidables. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais je me trouve actuellement dans le musée d'Orsay. L'un, je vois que vous aussi vous l'appréciez. L'un de mes musées préférés au monde. Mais ça tombe bien, un nouveau numéro de Secrets d'Histoire est en train d'être tourné. J'entends des voix. Quelle coïncidence! Qu'allons-nous apprendre? Suivez-moi. Je peux pas me retourner, désolé. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Secrets d'Histoire, l'émission qui s'intéresse à l'histoire et à l'art. Au cours de cette émission exceptionnelle, moi, Amanda Litre, ancienne muse de Warhol. Oh oui, bah c'est la même chose. Vous avez mis du temps pour la relance. Vous propose de faire découvrir les plus grands secrets qui se cachent derrière les plus fameuses croûtes de l'histoire de l'art. Commençons sans tarder par l'une des croûtes, des toiles les plus fumeuses et fameuses et fumantes de l'histoire, Patrick Juvet. Non, c'est une blague. Le déjeuner sur l'herbe. Au fait, vous aimez bien ma couleur? Hommage à Trump.
Œuvre maîtresse, le déjeuner sur l'herbe, œuvre maîtresse d'Édouard Manet. Elle fut achevée en 1863 et exposée pour la première fois le 15 mai de la même année au Salon des Refusés. C'est là que je dois aller me placer quelque part. Excusez-moi, moi je suis plutôt chanteuse que présentatrice. Non? Qui a dit non? Bon, je sais pas ce que je suis, hein. Excusez-moi. Cette huile sur croûte affiche une dimension honorable de 208 x 265. Elle est montée sur un châssis en bois d'acacia, tendue grâce à 456 clous sans tête achetés à la droguerie Nicolas Lavalier, comme ma tête, qui est tendue avec des clous, je veux dire. Rue du Faubourg Saint-Antoine, le 12 juillet... Ouais, c'est bon. 1862 et utilise les huiles pigments de la marque Lefranc-Bourgeois. Suivante: ocre, jaune, cyan, opaline, blanc de blanc, bleu de bleu, rose coco, orange galette des rois, marron diarrhée, vert sapin... Oui, bah, c'est bon. Ce tableau montre une femme nue déjeunant sur l'herbe, évidemment, d'où le nom, accompagnée de deux hommes habillés et d'une femme peu vêtue se baignant dans le fond. La brutalité du style provient surtout de la juxtaposition d'une femme nue ordinaire, avec des guillemets, mais je peux pas le faire parce que j'ai les mains prises, regardant le public, et de deux hommes tout habillés, et elle a suscité le scandale lorsque l'œuvre a été proposée au Salon des Refusés. Source Wikipédia. Aujourd'hui, visible au musée d'Orsay, cette toile est l'une des plus célèbres de Manet. Et ce soir, Secret d'Histoire vous propose d'en percer tous les secrets. Grâce à la technologie du docteur Jeu de Gueule, Fouta de son prénom. Je vous laisse 2 minutes. Voilà, merci. Nous sommes en capacité d'entendre ce qui se passe dans la tête des sujets de la peinture. Écoutons cela. Putain! Ça fait 300 ans que je me pèle la chatte, y'en a pas un qui me saute dessus! Non mais ils ont quoi? Ils sont pédés ou bien? L'autre conne là-bas qui continue de se baigner. Je me baigne pas, j'ai un labago, connasse. Bon, je vais essayer un truc. Je vais légèrement ouvrir ma jambe et regarder Popol droit dans les yeux. Histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Mais que diantre me veut cette femme? Henri m'invite à un déjeuner en amoureux, et voilà que cette grosse femme accompagnée de son ami surgissent dans une tenue plus que limite. Henri, mon ami, faites quelque chose. Décidément, il est bizarre. Peut-être est-ce le thé? Pourtant, ce nouveau thé aux feuilles de cannabis était de première fraîcheur, à en croire le sarrasin d'en bas de chez moi. Oh putain, je peux plus bouger. Putain de sa mère, appelez-moi un ostéo, bande de tâches. Vincent Van Gogh. Cet artiste, qui n'est plus à présenter, est l'un des plus grands maîtres du 19e siècle. Il s'est rendu célèbre grâce à des toiles telles que La nuit étoilée, L'autoportrait à l'oreille bandée, Tintin à l'oreille cassée, et j'en passe. Intéressons-nous à l'un des sujets de prédilection de Van Gogh, les tournesols. Cette nature morte, liminaire, est tirée d'une série de plusieurs sur le même sujet qui dépeignent la vie des tournesols, de leur épanouissement jusqu'à leur flétrissement. Ce soir, vous ne verrez que la dernière partie, hein. Cette série suscita beaucoup de mystères qui conduiront les plus grands érudits à se poser des questions telles que pourquoi avoir peint des tournesols et pas des marguerites? Y avait-il de l'eau dans le vase? Et si oui, était-elle changée tous les jours? A-t-il mis le petit sachet de poudre vendu avec le bouquet avant de les mettre dans les fleurs par le fleuriste? Et tout ça, et tout ça. Secret d'Histoire a décidé de vous en dire plus grâce à la technologie du docteur Jeu de Gueule. Oh putain. Oh putain. Putain, je suis morte. Ah non, parle pas, j'ai la tête comme dans un étau. Ta gueule de bois, les filles! Je suis au bout de la roulotte! Ah bah on l'a bien senti passer l'agneau là. Hein. Oh,
Elle nous a bien pris en traite. Tu m'étonnes. Putain, les filles, vous voulez pas parler moins fort? J'ai mal au crâne, je vous vois en Dolby Surround là. Oh, et c'est bon, tu vas pas commencer. On est toutes dans le même état. Ouais, tu disais pas ça hier quand t'étais à poil sur le comptoir à prendre la cuisse du gogo pour une barre de pole dance. C'est clair, parce qu'elle est rabat-joie celle-ci. Ouais, bah c'est bon, faites pas chier. C'est pas moi qui ai vomi sur le chauffeur de Uber. À cause de vous, je vais me taper une sale note client. Oui, bon, c'est bon, hein. Mademoiselle, je suis parfaite et je vomis jamais sur les gens. Ça arrive à tout le monde. Ouais, bah excuse-moi, ça m'est jamais arrivé. Eh ben, tant mieux. Ouais, c'est ça, c'est tant mieux. Putain, je suis morte. Tu m'étonnes. Enfin, vous connaissez peut-être, sûrement, les Demoiselles d'Avignon. Ce célèbre tableau de l'un des plus grands maîtres du XXe siècle, Pablo Picasso, dépeint l'intimité sans phare ni artifice de dames de compagnie. Que signifient leurs regards et leurs poses? Que peuvent-elles se dire? Que peuvent-elles vous dire? Qui êtes-vous et qui suis-je? C'est ce que Secret d'Histoire vous propose de découvrir pour terminer cette émission en beauté. Quant à moi, je vous dis à bientôt, bonne année, vive la République et vive la France! Oh, les filles, mais ça fait combien de temps qu'il est parti au chiottes, ce vieux pervers? Je sais pas, 2 heures. C'est un peu long pour remplir un verre d'eau, non? Oh, ça dépend de la taille du verre, hein. Oh, t'es conne, toi. Ouais, je sais. Ôtez-moi d'un doute. À partir de quel âge on déconseille le Viagra? Oui, parce que si ça se trouve, il a fait une crise cardiaque, le vieux. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il avait une drôle de tête en nous laissant. Mariska, il s'occupait de toi avant d'aller au chiottes. Tu l'as trouvé comment? Mariska, Moi, j'y crois pas, elle s'est endormie. elle pourrait au moins refermer les jambes. C'est clair, on se passerait bien des odeurs de moule espagnole avariée. Ça sent la crevette et le chorizo. C'est vrai que ça klaxonne sévère, hein. Ah mais non, c'est ma paella. J'ai bouffé comme une grosse hier. J'ai oublié de la mettre au frigo. Bon, j'espère qu'elle a pas tourné. Bah, vu l'odeur, j'ai plus trop de doutes, hein. Oh, c'est vrai que ça pue maintenant que vous le dites. Bon bah, je vais l'acheter alors. Bon, il fout quoi l'autre là? J'ai pas que ça à faire moi. Monsieur, monsieur. Il répond pas. Je sais pas vous les filles, mais à force de rester dans la même position, je me sens tout engourdi. C'est comme si certaines parties de mon corps étaient compressées, comme dans une boîte. Tu te sentirais pas un peu cubique? Bonsoir, me revoilà. C'était vraiment très intéressant. Amande à litre rajeunit de jour en jour. On croirait qu'elle emploie des doublures. J'ai pas compris la blague. Eux non plus. Comme ce musée d'Orsay me rappelle de bons souvenirs. C'est ici que j'ai appris à peindre. Il propose des cours amateurs et moi, j'ai... Excusez-moi, je suis ému. C'est ma première vidéo YouTube ce soir. Alors... Les cours amateurs du musée d'Orsay m'ont appris le nu. D'ailleurs, je peux vous faire une confidence. Nous sommes amis maintenant, comme moi et ma fille. J'ai moi-même été modèle nu. Et oui, j'ai été une étudiante sans le sou. Je me souviens, dans ma petite chambre de bonne, mal isolée sous les toits, je grelottais de froid. Alors, pour gagner quelques pennies, j'ai montré ma chatte à des puceaux libidineux. Enfin, tout ça, c'était avant que je rencontre mon mari qui m'a sorti du trottoir. Littéralement. Ah, je vois dans les commentaires que ma fille s'énerve. Qu'est-ce que... Oui, bah excuse-moi, Jessica, j'essaye de faire le buzz. Je sais que le sexe vend, alors c'est pas... je vais pas gagner des followers en faisant juste la dame patronnesse comme habituellement. Ah là là, elle est fatigante, celle-là. Ah, Jessica.
Bienvenue dans notre cours d'histoire de l'art et de mise en pratique. Aujourd'hui, le nu. Le nu se piège, le nu vous attire l'œil, le nu capte votre attention. Il faut absolument faire abstraction des détails. Focussez-vous sur le négatif. Pas le négatif, les contours. Les contours. Oh là là, mais je peux pas dessiner ça. Hein. C'est beaucoup trop gros. Enflé, obscène, difforme un peu. Ça me gêne. C'est parce qu'elle est grosse ou parce que le modèle est petit? C'est peut-être la perspective. Non, dans tous les sens, on ne voit que ça. Ça éclipse tout, même son visage. C'est vraiment dommage que ça définisse tout son corps entier. Elle a de jolis yeux pourtant. Mais non, on voit que ça. C'est tout l'inverse que j'ai à la maison. Je le comprends mieux. Il me dit qu'il peut pas aller aux urinoirs, qu'il est gêné, qu'il aime pas les douches collectives. Je comprends. Il a son petit pénis bien trop petit au repos. Quand je vois ça, c'est énorme. Oh là là, par rapport à son âge, il est trop petit. Là, c'est... On va avoir que ça sur mon dessin. C'est pas possible. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'un beau sexe? Autrement formulé pour ces messieurs, pourquoi les statues des sections grecques et romaines ont plus l'air de sortir d'une baignade dans la Manche au mois de février que de Rocco Siffredi? Dans la Grèce antique, les gros sexes étaient associés à la bêtise, à la lubricité et la laideur. Plus le pénis était petit, plus son propriétaire était considéré comme rationnel et intellectuel. Il pensait qu'un homme avait un sexe plus petit allait être moins enclin à s'en servir en lieu et place de son cerveau. Les Chinois sont un peu comme les Grecs anciens. Un peu de concentration. Les petits engins sont pour eux plus virils que les gros. C'est en tout cas ce qu'on apprend dans les entretiens admirables de la fille de Candeur, un traité érotologique prenant la forme d'un dialogue entre l'empereur et la fille de Candeur. Je cite. La fille de Candeur répondit « Un membre long et gros vaut souvent moins qu'un court et chétif mais fermé dur. Un membre fermé et dur que l'on introduit et retire avec rudesse vaut moins qu'un membre mou qui se meut avec douceur et délicatesse. » Méditez. À la fin du Moyen-Âge, en Europe, les choses sont à peu près au même point qu'aujourd'hui. Les cavaliers prennent l'habitude de porter des pantalons équipés de braillettes, pièces de cuir moulant les attributs de celui qui la porte. Conséquence, le sexe de l'homme est mis en avant. Plus c'est gros, plus c'est bon, disent-ils. Conclusion, les canons varient dans le temps et dans les régions, donc pas de souci, dessinez ce que vous voulez.
Est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au musée? Seulement 5% des artistes modernes sont des femmes, mais 85% des nus sont féminins. Il y a seulement 2 types de femmes. Des déesses et des paillassons. Picasso. Les avantages d'être une femme artiste. Travailler sans avoir la pression du succès. Ne pas savoir à partager des expos avec des hommes. Profitez des moments de vacances du monde de l'art grâce au boulot de freelance. Savoir que votre carrière va décoller après 80 ans. Votre art aura l'assurance d'être labellisé art féminin. Ne pas être troublé par les vicissitudes du métier de professeur. Voir vos idées vivre à travers le travail des autres. Ne pas savoir à vous étouffer avec les gros cigares et pendre un costard italien. Ne pas avoir à subir l'embarras d'être appelé un génie. Avoir l'opportunité de choisir entre être mère ou artiste. Avoir votre portrait dans les magazines d'art portant un masque de gorille. Quand devient-on rebelle? Dans le ventre de sa mère? À 5 ans? À 10 ans? Je suis né en 1930 et je passerai ma vie à prouver que j'ai le droit d'exister. Oui, je prouverai que ma mère avait tort et je prouverai aussi qu'elle avait raison. Enfant, je ne pouvais pas m'identifier à ma mère, à ma grand-mère, à mes tantes ou aux amis de ma mère. Un petit groupe plutôt malheureux. Notre maison était étouffante, un espace renfermé avec peu de liberté, peu d'intimité. Je ne voulais pas devenir comme elle, les gardiennes du foyer. Je voulais le monde, et le monde alors appartenait aux hommes. Une femme pouvait être reine, mais dans sa ruche, et c'était tout. Les rôles attribués aux hommes et aux femmes étaient soumis à des règles très strictes, de part et d'autre. Quand mon père quittait tous les matins la maison à 8h30 après le petit-déjeuner, il était libre. Il avait le droit à 2 vies, une à l'extérieur et l'autre à la maison. Je voulais que le monde extérieur aussi devienne mien. Je compris très tôt que les hommes avaient le pouvoir, et ce pouvoir, je le voulais. Oui, je leur volerais le feu. Je n'accepterais pas les limites que ma mère tentait d'imposer à ma vie parce que j'étais une femme. Non, je franchirais ces limites pour atteindre le monde des hommes qui me semblait aventureux, mystérieux, excitant. J'avais besoin d'héroïnes auxquelles m'identifier. À l'école, le cours d'histoire n'était qu'une longue litanie sur la supériorité de l'espèce mâle, et cela m'ennuyait à mourir. On nous parlait bien de quelques femmes. Jeanne d'Arc, Élisabeth d'Angleterre, la grande Catherine. Mais il n'y en avait pas assez pour moi. Je décidai de devenir une héroïne. Mon frère John fut encouragé à faire des études, pas moi. J'étais jalouse et pleine de rancune que le seul pouvoir que l'on me reconnut fut celui de séduire les hommes. Personne ne se souciait que j'étudie ou non, du moment que je passais mes examens. Tout ce que voulait ma mère était que j'épouse un homme riche et socialement acceptable. Je ne souhaitais pas rejeter entièrement ma mère. D'elle, j'ai retenu des choses qui m'ont donné beaucoup de plaisir. Mon amour des vêtements, de la mode, des chapeaux, des tenues de soirée, des miroirs. Ma mère avait beaucoup de miroirs dans sa maison. Des années plus tard, les miroirs deviendraient un des matériaux essentiels que j'utiliserais dans le jardin des tarots en Italie et dans le cyclope de la forêt de Fontainebleau. Ma mère, cette merveilleuse créature dont j'étais un peu amoureuse, quand j'avais pas envie de la tuer, je la voyais comme une prisonnière d'un rôle imposé, un rôle qui se transmettait de génération en génération, selon une longue tradition jamais remise en question. Le rôle des hommes leur donnait beaucoup plus de liberté, et j'étais résolue à faire mienne cette liberté. Adolescente, j'ai refusé mon père et ma mère comme modèle. J'ai refusé aussi leur position sociale. Après avoir rejeté mes parents et leur classe, je me serais confrontée à l'énorme problème de me réinventer et de me recréer. Une chose me sauva durant ces difficiles années d'adolescence. Ma boîte magique secrète et imaginaire, cachée sous mon lit.
Elle était faite d'un précieux bois sculpté, incrusté d'émaux aux riches couleurs. Nul autre que moi ne pouvait voir la boîte. Quand j'étais seul, je l'ouvrais, et il en jaillissait toutes sortes de poissons extraordinaires, bariolés, de génies, de fleurs sauvages aux parfums délicieux. Dans cette boîte qui n'était qu'à moi, je gardais mes premiers poèmes, mes rêves de grandeur. La boîte était mon refuge spirituel, le commencement d'une vie où eux, mes parents, ne pourraient pénétrer. Dans la boîte, je déposais mon âme. Je m'entretenais avec elle, puisqu'il m'était impossible d'avoir une relation profonde avec ma famille. Je commencerai à communiquer avec moi-même. Encore aujourd'hui, Pontus, ma boîte magique est sous mon lit. Je l'ouvre tous les jours. Ma structure, ma colonne vertébrale, mon squelette sont dans la boîte. Parfois, elle est remplie de sable. J'ai 5 ans de nouveau. Je construis des châteaux et je rêve de palais. Ma boîte remplace le monde des adultes auquel je me suis habitué avec difficulté et dont je ne suis pas folle. La boîte m'a empêché de devenir une personne cynique et sans illusion. C'est la boîte de Pandore. Ce qui demeure en elle, c'est l'espoir. Lettre de Niki de Saint-Phal à Pontus, son correspondant imaginaire. Rebonsoir. Ma fille Jessica m'a demandé de vous lire un message. Je, sous-signé l'oratrice, promets de ne plus être putaclic en parlant de mon passé de putafrange. Je n'ai connu bibliquement que le père de ma fille et nous n'avons fait l'amour qu'une seule fois pour la concevoir. Enfin, ma chérie, excuse-moi, mais c'est ridicule. Je t'aime, enfin, j'ai eu une vie avant de rencontrer ton père. Et les gens méritent de le savoir. Outre modèle nu, j'ai été secrétaire, mannequin, infirmière, hôtesse de l'air, mannequin, choriste, prof de tennis, et puis bien sûr, peintre amatrice. Et à mes heures. Que des métiers que ne nous enseigne pas à l'école catholique. Bonsoir. Je suis Marie Jodassin. Beaucoup d'élèves ce soir. Je suis professeur d'art plastique au collège Donald Trump à Asnières. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous enseigner la beauté des arts en vous présentant quelques œuvres prévues au programme cette année. N'ayez crainte, ces peintures ne sont que pureté et chasteté. La beauté dans la pudeur. Nous commencerons par étudier un Saint Sébastien, bien que mon saint préféré soit une sainte, Sainte Frigide, dont le hobby consistait à foudroyer des homosexuels lorsqu'il passait devant elle. Sainte Frigide. Honorable. Saint Sébastien, quant à lui, aurait réalisé plusieurs miracles avant d'être attaché à un poteau et être transpercé de flèches. Il aurait miraculeusement guéri et il aurait été exécuté à coups de verge. Mais enfin, quel genre de sentence est-ce là? Peut-on vraiment mourir à coups de verge? Peut-être. Alors, il aurait ensuite été considéré comme une icône homosexuelle à partir du 19e siècle, pas l'arrondissement. Alors là, ça m'étonnerait. Hein. Un saint pour les homosexuels, j'aimerais bien voir ça. Ah. Ah oui, quand même. Parlons de cette œuvre sans nudité. Vous remarquez ici Vous l'avez remarqué. Les anges de notre Seigneur qui, au final, le jugent. Et ils ont bien raison. Qu'a voulu nous dire le peintre avec cette fumée qui vient de... Non,
Oh, une flèche. Il n'y avait pas que des verges, finalement. Et notons le message de ce tableau. Jugeons. Du voyage maintenant. Partons au Japon, avec des peintures du paysage d'une beauté exquise dont seul le pays du soleil levant a le secret. Ah. Notez ces inscriptions japonaises, pardon. Je vais essayer de me souvenir de mes cours de japonais. Tu ne coucheras point avec une femme d'S. Ce n'est pas bien de faire des choses avec ses dents. Et c'est pas bien. C'est dur le japonais. Notez un détail qui a son importance. Il y avait un peu de vêtements chez elle. Nous resterons au Japon avec, je l'espère, une fresque de la nature et un paysage quelconque, quelque chose de joli. Notez un détail qui a son importance. Le patio mène à la cuisine. On peut aussi voir des inscriptions en japonais de la manif pour tous. Répétons ce slogan. Un papa, une maman, un papa, une maman, un papa, une maman. On ne ment pas aux enfants. C'est du japonais. Ils l'ont fait avant nous, mais leur manif n'était pas comme les nôtres, visiblement. Les enfants ont l'air de s'amuser. Regardez, ils ont mes cheveux. Alors maintenant, nous allons revenir à du classique, un dernier tableau. Celui-ci est beaucoup plus connu et vraiment bucolique. Ah non. Notez un détail qui a son importance. La femme, au fond, tricote. Regardez cette femme de son temps qui sait comment contenter son mari en lui faisant une chaussette, visiblement. Qu'a voulu nous dire le peintre. Avec ce rouge dominant sur la toile. Oh, du rouge partout. Partout du rouge. Qu'est-ce qu'elle fait ? C'était une forme de communication de l'époque, mais je ne l'ai pas apprise. Et voilà, mes chers élèves, c'est la fin de notre cours sur la pudeur et la douceur dans la peinture. Nous retiendrons qu'une analyse poussée nous permet toujours de rester objectif quant à l'art et de ne jamais se laisser influencer par nos opinions. Je vous laisse, je dois retrouver mon cours de poterie médiévale au Centre culturel Christine Boutin à Asnières. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont prévu de nous faire mouler aujourd'hui, mais j'ai hâte de tâter de la glaise. Au revoir. Que de bons souvenirs à Asnières. Marie-Jo était ma professeure préférée. Non, c'est faux. On a cette image d'Épinal de la femme qui peint pour tromper son ennui en attendant que le mari et les enfants rentrent à la maison. Mais je vais vous dire un secret. Pour peindre, il faut être un peu fou. Savoir lâcher prise et écouter les voix qu'on fait taire d'habitude. Ne plus avoir le cerveau qui guide, mais autre chose. Certains appellent ça l'intuition, le talent, d'autres des anges ou des esprits. En attendant, toutes ces femmes qui ont tenu ou tiennent encore leur maison, travaillent, font la popote, gèrent les devoirs des petits, les courses hebdomadaires et trouvent quand même le temps d'être folles et de créer, forcent le respect et l'admiration. Et puis, il y a celles
qui vivent pleinement leur folie. « 1929. Naissance de Yayoi Kusama au Japon, dans la préfecture de Nagano. Dès l'âge de 10 ans, elle commence à peindre et dessiner des motifs de pois et de mailles, vus lors d'hallucinations. Un jour, après avoir observé sur une table la nappe décorée d'un motif de petites fleurs de couleur rouge, j'ai porté mon regard vers le plafond. Là, partout, la vitre comme les poutres, les murs, se trouvaient subitement submergés par les fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en était rempli. En 1958, Yayoi Kusama s'installe aux États-Unis. Les motifs obsessionnels envahissent peinture de grand format, sculpture molle et environnement. Un jour à New York, alors que je peignais des réseaux de lignes de pois, sur toute la surface de la toile, sans composition préétablie, mon pinceau a quitté, en dehors de ma volonté, les limites de la toile et a commencé à recouvrir de pois la table, puis le sol, puis la pièce entière. Cet incident m'a conduit à suivre le chemin de la sculpture et de la performance. Dans les années 60, en pleine guerre du Vietnam, Kusama organise des actions à New York dénonçant la violence. Elle écrit aussi une lettre ouverte au président Nixon, lettre ouverte à mon héros. Notre Terre est comme un petit point, parmi des millions de corps célestes, un globe rempli de haine et de lutte au milieu de sphères paisibles et silencieuses. Vous et moi changeons cela et faisons de ce monde un nouvel Éden. Vous ne pourrez pas éradiquer la violence par la violence. En 1977, Kusama demande à vivre et travailler dans un hôpital psychiatrique à Tokyo, où elle vit encore actuellement. Je m'acheminerai vers l'auto-anéantissement, vers un retour, vers une réduction, dans l'absolu de l'espace et dans l'infini d'un temps éternel. Je fus saisi de stupeur. Peindre était la seule façon de me garder en vie, ou à l'inverse, était une fièvre qui m'acculait moi-même. Kusama travaille toujours aujourd'hui et ses œuvres sont exposées dans le monde entier. L'image sur laquelle je travaille actuellement est celle de la mort. Dans notre société d'information devenue une société de violence, dans une culture homogénéisée, dans une nature polluée, dans cette imagerie d'enfer, le mystère de la vie a déjà rendu son souffle.
La mort qui va nous accueillir s'est dépouillée de sa quiétude solennelle et nous avons perdu de vue la mort sereine. Jusqu'ici, ma propre révolution, faite pour continuer à vivre, se dirigeait vers la découverte de la mort. Je suis arrivé à un moment de mon parcours artistique où il faut que je crée un art pour le repos de mon âme. Un art qui tiendra compte de ce que signifie la mort, de la beauté de ses couleurs et de ses espaces, de la tranquillité de ses pas, du néant qui vient après elle. Je vais vous faire découvrir l'un des métiers les plus ingrats du monde de la peinture. Restaurateur, ou retoucheur si vous voulez. J'ai une bonne amie restauratrice qui a beaucoup souffert de moqueries après ses retouches d'un portrait de Jésus dans une église de la province de Saragosse. Ah, je crois voir dans les commentaires que vous la connaissez aussi. Pas besoin de vous la présenter. Mais je pense que vous connaissez donc tous son travail minutieux. Regardez plutôt. Ah, ça, c'était avant la retouche. Et puis, elle a travaillé très très dur, très très longtemps, sans demander de l'aide de personne. Respectons cela. Et donc ce soir, spécialement pour vous, j'ai invité cette retoucheuse de talent. Je vous prie de faire un triomphe à Marie Scrout Stardust. Bonsoir Marie Scrout. Bonsoir. Bonsoir. Elle est censée être octogénaire, mais elle est très très en forme. Je pense que... Est-ce que c'est le moment? Alors, Marie Scrout, quel plaisir et quel honneur de vous avoir avec nous ce soir. Le plaisir est à moi. Dites-nous, Je vous dis. vous êtes devenu célèbre suite à la retouche du Christ de Borja de Elias Garcia Martinez. Mon opera prima. Alors, racontez-nous comment se passe la célébrité. Ah bah écoutez, c'est beau, c'est beau. Je suis connu mondialement en ce moment. Oui. Écoutez, de toute façon, quand quelqu'un a du talent, il faut le reconnaître. Ah oui, tout à fait. Et du coup, c'est simplement la suite des événements, quoi. D'accord. J'ai envie de dire. Oui. Vous avez énormément d'actualités, Ah, j'imagine. Est-ce qu'on peut définir une espèce de style unique que vous avez? Alors, j'ai envie de vous raconter. L'Espagne a toujours été un pays artistiquement très développé. Oui. On peut trouver dans le nord de l'Espagne des grottes de l'époque paléolithique, très intéressantes. Ouais. On était déjà à l'avant-garde du monde à ce moment-là. Après, on a eu le cycle d'or espagnol avec Velázquez, avec les Meninas, avec les Grécos. C'était très, très intéressant. Et après, la dernière grosse poussée qu'on a eue en Espagne, avant moi, c'était la génération du 27, avec le cubisme de Picasso, le surréalisme de Dali. Bien sûr. Toutes ces influences, évidemment, se sont trouvées sur moi. Vous êtes très influencé, oui, j'imagine. Ah oui, je suis très influencé, oui. Je suis très Ça se voit. Bah, moi, j'absorbe tout comme une éponge. D'ailleurs, vous sortez de votre atelier, j'ai l'impression, parce que Ah vous non, étiez non, au travail, c'était là, non? une petite création qui m'a bon, fait d'accord. une jolie artiste J'avais qui était l'impression un que vous étiez encore humide. psychiatrique. Oui. C'est bien. Et oui, et du coup, là, depuis quelques années, Oui. en Espagne, il ne se passe rien. Ah bah oui. Et là, j'étais un jour à l'église et je me disais, mais c'est pas possible. Ah, Ah, il faut trouver une solution. j'imagine. Ah oui. Et là, j'ai vu le Christ.
Notre Et les Seigneur Christ, Dieu, oui. oui, le Christ, notre Seigneur Dieu, il m'a parlé. Ah oui? Ah oui, il m'a dit, retouche-moi. Et je n'ai pas Vous pu étiez dire sûr que non. c'était pas un prêtre qui traînait par là? C'était... Non, non, On ne c'était sait Dieu. jamais de nos jours. J'en ai vu d'autres. Bon, Donc, le Christ vous dit « retouche-moi oui, » en espagnol. retocame. Ah. Et Moi- c'est là que Moi aussi, j'étais... ça me l'a fait. Ah ouais? Oui. Cette salaud. Et j'étais illuminé. Et j'ai décidé que c'était le moment de créer un mouvement Ah. révolutionnaire. Qui s'appelle La retocada. la retocada, qui Oui. signifie donc retoucher en espagnol, c'est ça? La retoucher, ouais. D'accord. Mais c'est très très joli, la retocada. Et comment ça se danse Mais ça ne se danse pas, monsieur Bayon, messieurs. Mais, C'est pas Allez, une les danse. folles, à la maison. D'accord. Non, mais c'est pas une danse en fait. non, ça danse pas, non. Non. D'accord. Oui. Donc en fait, à quoi C'est très important. Non, non, Je non, crois qu'une rigolez pas. vidéo related vient d'arriver, C'est mais on très cliquera important. dessus plus tard. J'ai Alors. voulu... mon travail a une très grande influence religieuse. Oui. Et du coup, c'est très important d'avoir une petite représentation de la Vierge, Ah oui. là, Elle va, présente. elle va nous avec porter nous. bonheur. Elle est certainement très vierge, ouais, c'est une tête de vierge, là. Donc, la retocada, en quoi consiste exactement la retocada, Marescrout? Ah bah, c'est où on prend des œuvres Oui, qui ne sont pas finies, oui. Ou abîmées, ou éventuellement abîmées, ouais. Mais vous savez... et on les améliore. Oui, c'est ça, on les améliore. Mais vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui finissent par les œuvres. C'est Ils les vrai ont à moitié, ouais, mais bien sûr. Vous pouvez me montrer des exemples peut-être? Ah bah certainement. Ah, il y a Ah. un petit jeu que j'ai préparé. Oh, un jeu Ah, oui. avec les users. J'ai décidé de vous préparer quelques... Ouh, des collants. C'est doux, ça. Il est beau, Ouais, il brille. ça brille. Ah, allez. J'ai décidé de préparer quelques petites œuvres que j'ai retouchées par mes petits soins. Ah, Et il faudra que vous devinez l'œuvre originale. Est-ce que vous voulez participer? mais bien je te- sûr. je te- Et dans les commentaires, là en direct, je vois vos réponses. Elle voit tout celle-là, ouais. Avec ses lunettes, j'espère que tu vois, parce que... Oui, bien sûr. J'espère qu'elles sont utiles, hein, parce Bien que... sûr, oui, bien sûr. Allez, on y va. Grosse Est-ce envie de la retoucher, est-ce là. qu'on peut avoir un premier essai sur notre écran? Ah Alors, cette beauté. Ah, je crois la reconnaître. Est-ce que vous la reconnaissez? Frida Kahlo. Ah ben, Oh, je ne- vous êtes un peu perdu, hein. on ne sait pas. On va- Oh. Voyons voir. Moi, je vois beaucoup de Frida Kahlo. Frida Kahlo. Sim, bon. Voyons voir la bonne réponse. Non, je vais vous montrer l'original. Ah, bah c'est un petit tableau qui a été fait par notre cher Surianus. je la reconnais. Et, C'est Marie-Jo Kahlo. Et c'est Marie-Jo Kahlo. Ouais, Tout c'est à bien fait. évidemment. Alors, un deuxième. Allez, un deuxième. Oh, celle-là, c'est un de mes préférés. Alors, c'est qui les noms de ces tableaux? Elle a des yeux de poisson. Ah, Non, ce n'est pas Étienne. Non. je C'est- crois que les gens ont compris le concept Est-ce du que vous jeu, avez c'est vu bien. une barbe? Bon, vous n'allez pas tous les faire non plus. Allez, on Alors, enchaîne. on va voir. On va voir l'original. Oh, Ah, bah c'est la très connue laitière. mais oui, c'est Ah, la elle fille. aime le fromage. C'est la celle-là. jeune fille à la perlouse. La jeune fille à la perluse. Ouais. Alors la suivante. Tant qu'elle ne lâche pas. Oh, celle-là, les coquines. Celle-là, les coquines, c'est qui? Elle a pris cher. Non, Mademoiselle Étienne ne se met pas tout le temps nue. Elle peut aussi se. Non, contrairement à ce que vous pensez, oui. non, non, c'est pas... Il y en a une autre Il y a qui aime pas se qu'elle mettre qui nue prend sur le scène. plaisir. Allez. Alors, on va voir l'original.
Bon, je dois avouer qu'il a une rare beaucoup plus coquin que l'original. C'est vrai. Aphrodite a perdu les os. Il a beaucoup mangé de Noël. Oui, c'est ça. Le régime arrive. Alors, Ah, là, c'est une beauté sublime. Alors, je vous écoute. ah. Bah, ça, ouais, Oui, Klimt, on avait compris. c'est ça, c'est Clint. Et on va voir la version de Suriani Clint. Ah. Oh. Oh, c'est l'allongé sur les dorés de Suriani Clint, très Ah, connu, oui. ouais, effectivement. Il a la bouche en haut. Ouais, Ah bah oui. Les cochons aussi, c'est là. Ouais. Alors, suivante. Ah, celle-là, c'est une de mes préférées. À chaque fois, elle dit, vous remarquez, c'est une de mes préférées. Eh bah, écoutez, Canon et artiste, on aime son art. Oui, hein. oui. Bah oui. Vous avez très bien travaillé. Ah bah, il Les travaille, retouches sont magnifiques. excellemment. Ah bah oui. Alors, ça peut Alors, on être- va voir l'original moins beau. Ouais, c'est Mademoiselle Étiennette. Ouais, Voilà, très Marie- connu. On Marie les coupe la Étiennette. tête à la fin. Hein. S'inquiétez pas. Suivante. Ah, je Quelle crois qu'on beauté. change d'époque. Ouais, quelle beauté sublime. Ah, C'est Nefertrix. Neferpipi, c'est pas mal. Nefertrix, ouais, Ouais. effectivement. On peut voir l'original. oh. Oh. Je reconnais, ouais. c'est ma fille. Elle On s'était se fait ressemble taper tellement. durement par son mari, là, Ouais. ce week-end. Ah ouais. Oh, ça a été... C'était la mode en Égypte, connasse. Ouais, c'est comme ça. Écoutez, rien à faire. Suivante. Ah, bah quelle beauté. Là, on peut apprécier les proportions. La sublimitude des traits. C'est corps bien proportionné. Il manque un bras, mais on le trouve pas en manque. Ouais. Est-ce qu'on peut voir l'original? Ah, bah évidemment. Cette symétrie incroyable pouvait pas être autre Toujours un bras cassé, que la Mariska et Nilou. Ah, toujours un bras cassé, ouais. Oui, c'est ça. Et les jambes ouvertes. Ah bah, évidemment. L'anus de Milo. Eh bien, merci Marie Scrout pour cette Ah bah, c'était présentation. un grand plaisir. Ce petit jeu et bravo à l'artiste original Suriani. Oui, c'était... Suriani ne savait Ah, mais non, il en manque une, excusez-moi. Ah, il ne manque une. La- Ah, pardon. Ah oui, mais celle-là n'a pas d'importance, hein, de toute façon. Est-ce qu'on peut voir la suivante? Ah, bah oui. Il nous manquait la Curieusement, Joronde. on l'avait oublié. La Gironde. Ouais. La meilleure. La Joronde. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Bon, excuse-moi, Mais- Jessica, c'était un grand plaisir Mais de oui, passer merci avec vous. Mariska d'être passée sur ma chaîne YouTube. Bah, c'était un plaisir de passer. N'hésitez pas à ouvrir la vôtre, hein, parce que je crois que c'est très intéressant, les gens aiment beaucoup ça. Et je vous dis à très bientôt. Oui, bien sûr. Je vais essayer. Oui. Allez, on se fait la bise, je ne sais pas si on va arriver à travers l'écran. Ah, oh, pardon, excusez-moi. putain, mais madame, C'est la réalité virtuelle. vous avez un excusez-moi. vitre, là? Oui. Bonsoir. Excusez-moi, hein. Attendez. Je me suis emmêlé un peu par ici. Est-ce que vous pouvez me tenir ça, s'il vous plaît? Non, c'est Jesus. Il est un peu mal en point. Là, elle tient la poupée de bébé à une main qui pendouille avec son auréole et sa toge, avec le livre ouvert et ça pendouille comme ça. C'est ça. Alors, bon, il y avait un effet incroyable qui était prévu,
qui justifiait ma présence sur tout le tableau précédent, hormis juste faire la belle et faire la connasse, mais hormis que je vais en tuer une dans les loges tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Voilà. C'était pas ça l'effet. Comme il tournait la poignée de la porte, ça va être long, hein, je vous préviens. Moi j'aime ça, hein, donc il n'y a pas de souci, mais il y a le dernier métro, quoi. Comme il tournait la poignée de la porte, ses yeux tombent... Comme il... Putain, vous êtes chiant. Comme il tournait la poignée de la porte, ses yeux tombèrent sur son portrait peint par Basil Hallward. On va reprendre depuis le début. Non, aidez-moi. S'il vous plaît, merci. Comme il tournait la poignée de la porte, ses yeux tombèrent sur son portrait peint par Basil Hallward. Il tressaillit d'étonnement. Il entra dans sa chambre, vaguement surpris. Après avoir défait le premier bouton de sa redingote, il parut hésiter. Finalement, il revint sur ses pas, s'arrêta devant le portrait et l'examina. Dans le peu de lumière traversant les rideaux de soie crème, la face lui parut un peu changée. L'expression semblait différente. On eût dit qu'il y avait comme une touche de cruauté dans la bouche. C'était vraiment étrange. Il se tourna et, marchant vers la fenêtre, tira les rideaux. Une brillante clarté emplit la chambre et balaya les ombres fantastiques des coins obscurs où elle flottait. L'étrange expression qu'il avait surprise dans la face y demeurait, plus perceptible encore. La palpitante lumière montrait des lignes de cruauté autour de la bouche, comme si lui-même, après avoir fait quelque horrible chose, les surprenait sur sa face dans un miroir. Il recula, et prenant sur la table une glace ovale entourée de petits amours d'ivoire, un des nombreux présents de Lord Henry, se hâta de se regarder dans ses profondeurs polies. Nulle ligne comme celle-là ne tourmentait l'écarlate de ses lèvres. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Il frotta ses yeux, s'approcha plus encore du tableau et l'examina de nouveau. Personne n'y avait touché, certes, et cependant il était hors de doute que quelque chose y avait été changé. Il ne rêvait pas, la chose était horriblement apparente. Il se jeta dans un fauteuil et rappela ses esprits. Soudainement, lui revint ce qu'il avait dit dans l'atelier de Basile le jour même où le portrait avait été terminé. Oui, il s'en souvenait parfaitement. Il avait énoncé le désir fou de rester jeune alors que vieillirait ce tableau. Ah, si sa beauté pouvait ne pas se ternir et qu'il fût donné à ce portrait peint sur cette toile de porter le poids de ses passions, de ses péchés. Cette peinture ne pouvait-elle donc être marquée des lignes de souffrance et de doute, alors que lui-même garderait l'épanouissement délicat et la joliesse de son adolescence ? Son vœu par Dieu ne pouvait être exaucé. De telles choses sont impossibles. C'était même monstrueux de les évoquer. Et cependant, le portrait est devant lui, portant à la bouche une moue de cruauté. Cruauté. Avait-il été cruel ? C'était la faute de cet enfant, non la sienne. Il l'avait rêvé une grande artiste, lui avait donné son amour parce qu'il l'avait cru génial. Elle l'avait désappointé. Elle s'était montrée quelconque, indigne. Tout de même, un sentiment de regret infini l'envahit,
en la revoyant dans son esprit prostrée à ses pieds, sanglotant comme un petit enfant. Il se rappela avec quelle insensibilité il l'avait regardée alors. Pourquoi avait-il été fait ainsi? Pourquoi une pareille âme lui avait-elle été donnée? Mais n'avait-il pas souffert aussi? Pendant les 3 heures qu'avait duré la pièce, il avait vécu des siècles de douleur, des éternités sur des éternités de torture. Sa vie valait bien la sienne. S'il l'avait blessée, n'avait-elle pas de son côté enlaidi son existence? D'ailleurs, les femmes sont mieux organisées que les hommes pour supporter les chagrins. Elles vivent d'émotions, elles ne pensent qu'à cela. Quand elles prennent des amants, c'est simplement pour avoir quelqu'un à qui elles puissent faire des scènes. Lord Henry le lui avait dit, et Lord Henry connaissait les femmes. Pourquoi s'inquiéterait-il de Sibyl Vane? Elle ne lui était rien. Mais le portrait, que dire de cela? Il possédait le secret de sa vie et en révélait l'histoire. Il lui avait appris à aimer sa propre beauté. Lui apprendrait-il à haïr son âme? Devait-il le regarder encore? Non, c'était purement une illusion de ses sens troublés. L'horrible nuit qu'il venait de passer avait suscité des fantômes. Tout d'un coup, cette même tache écarlate qui rend les hommes déments s'était répandue dans son esprit. Le portrait n'avait pas changé. C'était folie d'y songer. Cependant, il le regardait avec sa belle figure ravagée, son cruel sourire. Sa brillante chevelure rayonnait dans le soleil du matin. Ses yeux d'azur rencontrèrent les siens. Un sentiment d'infinie pitié, non pour lui-même, mais pour son image peinte, le saisit. Elle était déjà changée, et elle s'altérerait encore. L'or se ternirait, les rouges et blanches roses de son teint se flétriraient. Pour chaque péché qu'il commettrait, une tache s'ajouterait aux autres taches, recouvrant peu à peu sa beauté. Mais il ne pécherait pas. C'était un extrait du portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Merci. Quelle belle soirée passée en votre compagnie. Je ne pensais pas que parler d'art avec vous vous intéresserait autant. Et d'ailleurs, De la macédoine fraîche cueillie, couverte de rosée du matin. Vite ma serviette. Dis maman, ta macédoine, où tu l'accueilles? Chez Casgrain. Qui se lève chez Casgrain pour cueillir la macédoine? Ah, c'est chiant ces pubs YouTube. On peut pas faire de vidéos sans être interrompu. En plus, moi, ça marche pas, je les coupe toujours, je n'écoute pas. Bon, moi, je vous laisse parce que je meurs de faim. Je pars par là. Mon père est un filet, tout tendre et tout mignon. Ma mère est un navet, elle plaît pas à tout le monde. Ma grand-mère est une soupe, une vieille soupe au lait. Elle a marié une nouille, ils ont fait un navet. Ma tante, elle est une tarte, une grosse tarte au pacane. Elle a eu 3 tomates, de différentes bananes. Je connais aussi un œuf en voiture sport qui promène son bacon et sa saucisse de porc. Et moi, je suis du boudin. Maman dit que c'est pas grave, qu'il faut pas que j'ai de chagrin, qu'il faut que je sois brave. Elle dit que du boudin, y en a qui adorent ça, qu'il y a sûrement un raisin qui me fera des petits pois. Elle me raconte sa vie, sa petite vie de navet, ses premières cochonneries avec un jeune poulet. Elle dit que je suis belle ou enfin très jolie, que je vaux bien n'importe quel bâton de pepperoni.
Mon frère est une salade césarienne. Il a pas de camarade, il a mauvaise haleine. Mon voisin le jambon a marié sa vieille truite. Il l'a trompée tout de suite avec 2 gros melons. Et moi, je suis du boudin. Faut que je m'accepte, que j'arrête d'envier ma sœur qui est une crevette. As-tu vu ta cousine, que maman me répète? Une pauvre grosse poutine, c'est ça que tu voudrais être? Elle dit, regarde ton oncle, le beau grand panier de fruits, qui se meurt aujourd'hui du cancer du kiwi. Ou regarde ton petit cousin, ça se vante d'être du persil, ça s'assoit sur son steak pour le restant de sa vie. Elle me raconte l'enfer des cuisses de grenouilles qui vont vendre leur chair dans des buffets chinois. Elle dit que les courgettes finissent en ratatouille, qu'elles sont tellement défaites qu'on les reconnaît même pas. Maman aura beau dire, y a rien qui me fait du bien, j'arrive pas à me réjouir d'être un beau brin de boudin. J'échangerai de place avec à peu près n'importe quoi, du foie, un biscuit sec, et puis même un anchois. Je suis né pour un petit pain, je me fais pas d'illusions, on drague pas du boudin, à moins d'être cornichon. Je me sens pas à ma place, dans ma peau d'intestin, je me trouve dégueulasse, je veux plus être du boudin. Mais si je faisais de l'exercice avec un petit peu de veine, j'aurais l'air d'une saucisse, une belle italienne. Si j'étudiais plus fort, si je croyais plus en moi, je pourrais peut-être alors devenir un avocat. Mais je vais pas m'humilier sous les yeux horrifiés d'un capricieux gamin qui me relèguera au chien. Je suis déjà un rebut, j'ai l'air d'un excrément. Même mon psy le tofu est à court d'arguments. Moi je voulais faire ma vie avec un tourne-dos. Mais même les spaghettis sont là qui me tournent le dos. Je me sens pas désiré, je dois faire une dépression. J'ai envie de me trancher la seule veine que j'ai, me vider au complet de mon sang de cochon. Devant les pintes de lait, mes voisines de balcon. Adieu maman navet, papa filet mignon. Adieu colocataire de mon grand frigidaire. Je vais me dépêcher pendant que je suis pas dans mon assiette pour expirer avant ce que dit mon étiquette. La peinture qui me passionne. J'apprécie également la bonne littérature. Et d'ailleurs, on vient de me conseiller un nouveau livre à mon Cultura, en bas de chez moi. Le Gay Vinci Code. On reste un petit peu dans une thématique, la Joconde, le Louvre, tout ça. Je le découvre en même temps que vous, donc je vais lire la 4e de couverture. Qui a tué le conservateur du musée des arts et traditions homosexuels? Quel terrible secret cachait-il? Et pour qui travaille la drag queen tueuse qui terrorise les saunas, les bars à moustache et le KFC des Halles? Je crois que certains connaissent ce lieu. Charlus Glandon, spécialiste mondial des icônes gays, et son neveu Cédric, jeune journaliste à Tutey, se retrouvent au cœur d'une palpitante enquête à la recherche d'un des plus grands mystères de tous les temps. Et si Léonard n'avait pas tout dit aux Américains? Le plus grand secret... C'est pas la première fois que je le lis. Bref.